bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui sur le racisme anti-blanc. L'enquête interdite, c'est l'ouvrage de François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Pierre. François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments. Vous êtes également présent sur TVL dans les émissions Le Plus d'Éléments. Et cette année-là, alors à entendre certains, François Bousquet, on pourrait comprendre que le racisme n'est que le fait des Blancs. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Oui, c'est la théorie qui s'est imposée depuis une quinzaine d'années, en tout cas en France, un peu plus aux États-Unis. Le racisme est forcément à sens unique, forcément unilatéral. Les Blancs sont forcément les racistes, et les racisés par qui ? Par nous, en l'occurrence, sont les victimes de notre racisme systémique, racisme structurel, selon les théoriciens de ce foutage de gueule d'exception, qui est la théorie du racisme systémique, et qui nous interdit de penser le racisme anti-blanc, qui est un non-objet journalistique, exception faite des médias de la réinfosphère, qui est un non-objet sociologique, c'est-à-dire qui n'existe absolument pas dans les travaux de recherche. Quand on se plonge dans la bibliographie, c'est-à-dire les enquêtes, les études, les statistiques, les sondages, c'est le néant, quoi. Rien, nada, nothing, parce qu'il est interdit de penser ce racisme. Or, moi, j'ai fait une enquête avec une quarantaine de témoignages, c'est la première du genre, donc j'ai été voir les gens qui ont morflé, qui ont pris des coups, osais-je le dire, dans la gueule, qui ont été humiliés, rackettés, battus, tabassés. C'est un phénomène assez massif, mais on va en parler. C'est un phénomène massif, aussi tangible qu'occulté médiatiquement. Et le fait de n'accuser que les Blancs d'être des racistes, est-ce que c'est pas raciste quelque part ? Si, tout est paradoxal dans cette affaire du... On serait la race maudite. Oui, on est le péché originel. On est les pires et les autres sont géniaux. Voilà, mais creusons ou filons même cette métaphore du péché originel. Nous sommes le péché originel de tous les peuples de la Terre, extra-européens. C'est nous qui avons entraîné leur chute, la rencontre de l'Europe et du reste du monde, entraîné la chute du reste du monde. Donc il faut nous fouetter tous les jours dans le dos. Voilà, il faut nous mortifier, nous fouetter. Notre idéologie est très pénitentielle d'ailleurs. Encore que peut-être en reparlerons-nous, elle s'exerce que sur une partie de la population blanche et pas sur la totalité de la population blanche. Oui, il y a une culpabilité qui est entretenue par un discours public, par un récit médiatique, un récit dominant qui fait en sorte, qui aboutit à l'idée que le racisme anti-blanc n'existe pas. Or, il est... Un récit médiatique lancé en 1984, pendant le premier septennat de François Mitterrand, par les créateurs de l'association SOS Racisme. Qui sont ces initiateurs ? Le plus connu, c'est Julien Drey. Derrière, à la manœuvre, néanmoins, en tout cas en coulisses, il y a le Florentin, en l'occurrence François Mitterrand. Mais quand on regarde la généalogie de SOS Racisme... Monsieur Attali. Il y a Attali également, il y a tout l'entourage de Mitterrand. Mais en réalité... Ouais, mais la généalogie est plus profonde. Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans de déconstruction du roman national, du récit national, plutôt qu'un roman d'ailleurs. Comment fait-on ? Si on veut créer un homme nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut détruire l'homme ancien. Cette destruction de l'homme ancien, c'est une rétro-satanisation du passé. Les années 70 sont symptomatiques. Si vous réfléchissez un tout petit peu à tout ce qui se passe, Dupont-Lajoie, c'est en 1975, donc qui dépeint un Gaulois beauf, vulgaire, raciste, violeur, assassin. La chanson La Petite Lily de Pierre Perret, qu'on enseignait dans les écoles pendant des dizaines d'années, brosse le portrait d'une France rance, raciste, qui accueille avec mépris les populations venues d'Afrique, en l'occurrence de Somalie, pour vider nos poubelles. Et puis même le bouquin de Robert Parkson sur la France de Vichy, en 72-73, c'est une démolition en règle du roman national. Si vous voulez, on a sapé l'estime de soi des Français. Avec l'idéologie française, voilà. Et après, mais là, ça arrive après, ça. C'est les quelques années juste avant l'idéologie française, qui est l'équivalent de Drummond. Un Drummond renversé. C'est un portrait d'une France qui est ataviquement antisémite, qui est ataviquement raciste. Donc c'est dans ce contexte-là, c'est sur ce terreau-là, dans cette tourbière-là, que SOS Racisme, avec tous les gens que vous avez nommés, l'entourage de François Mitterrand, qui a lancé l'opération SOS Racisme. Ce qui est fascinant, et moi je le vois dans mes témoins, c'est que pendant qu'il y avait les concerts des potes à la Concorde en 85, pendant qu'il y avait l'Aziza de Daniel Balavoine, ce genre de chansons, cette culture populaire
par-là, donc très ouverte à l'autre, etc. Les types qui étaient en banlieue, en l'occurrence, moi c'est des gars qui étaient aux Ulysses ou à Évry, eux, ils avaient en face d'eux les potes. Hein. Et les potes les massacraient. Les potes les massacraient, c'était déjà presque NTM. NTM n'était pas encore là, mais d'un côté on a le récit médiatique, hein, la diversité, mon pote l'arabe, mon pote le noir, mon pote l'africain, mais ça, dans les banlieues, où il y a déjà eu un exode massif des Français de souche, il y en a déjà presque plus dans les années 80, dans les banlieues que j'ai pu, où j'ai pu recueillir mes témoignages, eh bien c'était l'inverse. C'est que les types n'avaient pas le badge, les potes. Les potes, ils avaient le point américain et ils défonçaient les petits blancs résiduels qui étaient encore dans les cités et les tours. Alors vous estimez que les Blancs en Europe sont l'objet d'une véritable ségrégation. Comment elle se manifeste ? Elle se manifeste déjà dans l'ordre du discours. L'ordre du discours, c'est l'impossibilité de penser en dehors d'un certain cercle journalistique, qui est celui, grosso modo, de la réinfosphère. Donc des médias parallèles, et pas des médias centraux et des médias dominants. Il est interdit de penser le racisme anti-blanc. Donc déjà, il y a une discrimination parce que la personne qui est victime de racisme anti-blanc, elle n'est pas victime. Et de deux, on lui reproche d'être en réalité une personne raciste qui véhicule une théorie d'extrême droite selon laquelle le racisme anti-blanc existerait. Donc oui, on a besoin, la société multiculturelle a besoin d'un bouc émissaire. Je l'appelle moi le bouc émissaire, ce bouc émissaire. Il faut une victime expiatoire. La victime expiatoire, si on veut, c'est le blanc, mais fondamentalement, c'est le peuple historique. Le français, italien, allemand, anglais, ce sont les peuples historiques européens qui doivent être sacrifiés pour que, parallèlement, la population extra-européenne, en l'occurrence immigrée, mais fréquemment extra-européenne, puisse être sanctifiée. C'est cette équation-là. Le multiculturalisme ne peut fonctionner que si la société centrale, donc le pays hôte, le pays accueil, renonce à sa propre culture, pour pouvoir accueillir la culture des autres. Vous ne pouvez pas mettre à une même table, en termes pratiques, à être une même table de conception de la convivialité, de la gastronomie, telle que la nôtre et telle que l'arabo-musulmane. C'est pas possible. Entre eux et nous, il y a le halal et le haram. Donc si on veut pouvoir les accueillir à notre table, eh bien, il faut sacrifier notre propre culture. Alors certains nient l'existence de ce racisme anti-blanc, certains s'en déclarent victimes. Comment est-il perçu dans la société française ? Il est perçu par les Français comme un fait, puisqu'il y a eu des sondages ? Il y a eu un sondage de CNews, mais il y a très très peu de sondages. Il y a eu des sondages sur la Nouvelle-Calédonie, mais c'est vraiment un cas à part. C'est les DOM et les TOM sur la question du racisme. Il y a eu un sondage de CNews en 2022, d'où il ressortait que 80% des Français pensaient que le racisme anti-blanc existait. Et ça ne sont jamais que des sondages, mais c'est énorme, 80%. Pas de gens qui s'en disent victimes. L'INSEE et l'INED a choisi une seule fois, je dis bien une seule fois, d'aborder cette question sulfureuse pour ces deux instituts. Ces instituts ne croient pas, ni l'INED ni l'INSEE, ne croient pas à l'existence du racisme anti-blanc. Cela étant dit, c'est une question qu'ils ont posée dans un sondage trajectoire et orientation à la fin des années 2000, un gros échantillon. Et ils ont déterminé une catégorie qui s'appelle la population majoritaire. Donc c'est en gros, voilà de Noëlens, ce que Michel Tribala appelle les Français au carré, donc les natifs au carré, donc les Français nés de parents français, en l'occurrence des Blancs. Et il ressort de cette enquête, qui est énorme, que 1 Français sur 7 des catégories non paupérisées, c'est quand même beaucoup, dit avoir été victime de racisme, et 1 sur 4 des catégories françaises paupérisées, avec les jeunes également. Et on se rend compte que 1 sur 4, c'est colossal. C'est colossal, et c'est sur un échantillon qui demanderait à être complété, mais il n'y a pas d'autre étude parce que c'est un sujet qui est brûlant et interdit, à telle enseigne que cette année, en janvier 2025, l'INSEE a voulu poser la question de l'origine des parents, ni une ni deux. En 48 heures, l'INSEE a dû reculer sous la pression de la Ligue des droits de l'homme. Statistiques ethniques. Voilà, statistiques. Alors qu'elles sont partout, les statistiques ethniques. On a le droit aux statistiques ethniques que lorsqu'il faut pointer la sous-représentation des minorités visibles à la télévision. L'ARCOM ne fait que ça. L'ARCOM ne fait que des statistiques ethniques. Je veux dire, sauf qu'ils appellent ça perçu comme noir, perçu comme arabe, perçu comme blanc. Mais en revanche, quand il s'agit de pointer du doigt la surreprésentation de certaines populations dans l'univers carcéral, c'est interdit. Donc c'est là, une fois de plus, un deux poids, deux mesures, où une discrimination tacite s'exerce à l'encontre du peuple de souche. En tout cas,
à défaut d'être tacite, implicite. Vous dites que cette négation du racisme anti-blanc repose sur la crédulité des uns, l'opportunisme des autres et la lâcheté du plus grand nombre. Comment est-ce qu'on explique cela au global ? C'est du flicage de pensée ? Je pense que c'est l'essentiel. Je ne veux pas accabler nos compatriotes et faire d'eux une sorte de bande sardine qui suivent le mouvement. Le mouvement est beau en soi, mais à titre individuel, c'est problématique. Je pense que c'est surtout les gens qui détiennent le monopole de la production de la parole autorisée, qui déterminent les critères de ce qui est licite et ce qui est illicite, en l'occurrence la gauche, l'extrême gauche, qui par à la fois idéologie, l'idéologie manifestement compte, ces gens-là pensent réellement que le multiculturalisme est l'avenir de la France, sinon de l'Europe. Mais je pense également qu'il y a, même chez eux, un effet d'opportunité colossal. Pourquoi je dis ça ? Quand on fait un calcul coût-bénéfice, je parle des bobos, ils ont tout intérêt à défendre l'immigration parce que qu'est-ce que ça leur apporte ? Beaucoup de choses, ça leur ouvre plein de portes, ça se monnaie. Ce capital culturel, ce capital symbolique se monnaie en capital professionnel. Ça vous permet de maîtriser les codes. Vous pouvez, votre main gauche peut défendre le multiculturalisme et votre main droite, comme vous avez des codes sociaux, mettre votre enfant en dehors du lycée que lui assigne la carte scolaire, qui est un lycée. Je suis dans des quartiers gentrifiés du 10e, 18e, 19e, 20e, 11e à Paris. Eh bien, je peux d'un côté dire que je vis dans une zone où il y a une certaine mixité. Oui, en effet. Mais cette mixité-là, elle n'entre pas dans mon immeuble. Elle n'entre pas dans mon bureau de travail et elle n'entre pas dans l'école de mon fils ou de ma fille. Parce que je veux que mon fils ou ma fille réussisse à l'école et ne soit pas happé par les caïds, par la drogue, etc. Qu'est-ce que vous risquez, vous, François Bousquet, journaliste français blanc, en tant que celui qui dénonce le racisme anti-blanc de par le système ? Rien, oui et non. Parce que, par exemple, la théorie du racisme systémique nous explique, c'est une vaste foutaise, je le redis, c'est le plus gros foutage de gueule de ces 10 dernières années, nous explique qu'il y a des discriminations qui sont exercées à l'encontre des populations dites racisées. De quelle discrimination ? Eh bien, une difficulté à l'accès à l'emploi, à l'accès au logement, à l'accès au compte en banque. Mais si vous regardez la réalité pour nous, certains d'entre nous qui sommes militants identitaires, on a les mêmes difficultés. Donc c'est la seule chose que je risque, c'est de voir mon compte en banque fermé, c'est le débanking, énormément de structures militantes, patriotes ou identitaires, énormément de militants patriotes ou identitaires ont vu leur compte en banque débranché, c'est donc ce phénomène de débanking. Donc il y a des discriminations qui s'exercent aussi à notre rencontre, mais c'est la seule chose que je risque. Je veux dire, je risque. Mais à ceux qui disent que trouver un emploi quand on est noir ou maghrébin, c'est plus difficile, pareil pour trouver un logement, qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est faux, c'est plus facile quand on est noir de rentrer à France Télévisions. C'est pas moi qui le dis, c'est Delphine Ernotte. Elle le dit elle-même. C'est plus facile pour moi de tourner une publicité chez Publicis ou toute autre agence de publicité, puisqu'il y a une surreprésentation des minorités visibles. Et quant à ceux qui rencontreraient des difficultés, ces difficultés viendraient-elles du social ou alors de l'ethnique ? Et l'un et l'autre. Mais là encore, je veux dire, toutes les études sont orientées. Parce que toutes les études commandées par l'université il y a un biais. Le biais, c'est nous dire qu'ils sont réellement discriminés. Il n'y a pas d'études sur la discrimination dont peuvent être victimes des Français de souche ou des Français des natifs au carré. Donc pour reprendre la catégorisation de Tribala, si je veux rentrer dans un centre de formation de football, je suis désolé, c'est assez difficile. On assiste à une baskettisation à l'américaine du football. Pierre Ménez a eu le malheur de dire que son fils était victime de racisme sur les terrains tous les dimanches matins. Ça a été une levée de bouclier. Carmenez, le journaliste sportif, grande gueule au passage. Il a dû reculer, il a dû rétropédaler. Alors de fait, il y a plein de témoignages qui nous montrent qu'il y a des discriminations qui s'exercent à l'encontre du foot amateur rural, de village, des ouvre-victures. Par qui ? Par des populations plutôt extra-européennes. Donc cette
question des discriminations, eh bien, elle est réversible, elle se retourne. Hein. Donc elle n'est pas satisfaisante et surtout elle occulte la dimension centrale du racisme. C'est quoi le racisme? Il y a une définition juridique. Tenons-nous-en à cette définition-là. Alors justement, est-ce que le Français blanc qui se fait insulter de sale gouère dans la rue ou qui se fait tabasser a-t-il une réponse judiciaire en face? Que dit la justice? Alors, le racisme anti-blanc peut-il porter plainte pour racisme anti-blanc? Oui, bien sûr. Simplement, il faut savoir que une fois sur 3, une fois sur 4, une fois sur 5, je n'ai pas des chiffres, on n'a pas de chiffres sur le sujet, eh bien, la circonstance aggravante de racisme ne sera pas retenue par le tribunal. Hein. Le tribunal retient, depuis 2014, c'est une décision en appel, hein, l'insulte, donc en circonstance aggravante, hein, donc une peine dans la peine de racisme anti-blanc. Ça nous ramène, donc c'est pas vieux, hein, c'est il y a 11 ans. Alors qu'il y a des affaires de racisme anti-blanc qui sont très très antérieures. Hein. Mais on a vu une seule décision. Non, il y en a eu d'autres. Non, il y en a eu d'autres, mais elles sont marginales. Hein. Elles sont marginales. Le tribunal ne reconnaît, la jurisprudence ne reconnaît que l'insulte anti-blanche, pas anti-française. Or, la définition juridique du racisme, c'est aussi des injures, des violences. Sale français. Sale français relève, ça n'est jamais... Mais on l'a vu à Crépol. Crépol est fascinant. Je veux dire, Crépol, on a souvent rappelé que l'instruction, à ce stade en tout cas, refuse de reconnaître la dimension raciste de la mise à mort de Thomas et puis des blessés graves. C'était une scène de terrorisme, d'après les témoins. Non seulement il refuse, en dépit des témoignages, en dépit d'un procès verbal qui a été mis à jour le mois dernier, mais également l'instruction a dit la chose suivante: on ne veut pas communiquer les noms des agresseurs, les prénoms des agresseurs, parce que ça n'est pas pertinent juridiquement. C'est-à-dire que donc le juge d'instruction pense que le fait que les agresseurs portent des prénoms arabo-musulmans n'est pas pertinent. Donc c'est-à-dire que d'emblée, il nie la dimension raciste du meurtre de Thomas. Donc on voit à quel point la justice a le plus grand mal à admettre la réalité du racisme anti-blanc. Oui, mais quand on dénonce l'idéologie de l'antiracisme, si on se prévaut du racisme anti-blanc, est-ce que c'est pas aussi faire sien l'idéologie antiraciste en se victimisant? Les gens que j'ai rencontrés, les 40 personnes que j'ai rencontrées, mais quand on tire le fil, vraiment le fil vient... c'est difficile de leur nier la catégorie de racisme. C'est facile, assis à cette table, ou dans les beaux quartiers, ce qui est le cas, ce qui est mon cas, de dire oui, méfions-nous de ne pas, à notre tour, nous victimiser. Il ne s'agit pas de nous victimiser, il s'agit de regarder une réalité qui est humiliante pour nous. Elle est humiliante, elle est fondamentalement humiliante et dégradante pour nous. Elle est terrible pour les victimes, je dis bien elle est terrible, les victimes que j'ai pu rencontrer, c'est des gens qui reviennent de loin, parce que la plupart des victimes, on les perd. Elles se racaillisent ou elles se convertissent. Donc c'est des gens qui ont été loin, qui ont été au carton. Ils ont pas voulu s'assimiler à l'envers, qui est le destin des derniers blancs de banlieue, s'assimiler à l'envers. Eux, donc ce sont vraiment, c'est des mecs durs, ou des nanas dures. Il n'empêche, quand on se fait éclater la gueule sur le macadam, ou se prendre un coup de skateboard dans le visage, il est évident que ça vous travaille la nuit, vous vous réveillez en sursaut. D'autant plus que ces agressions ne sont pas reconnues. Donc il ne s'agit pas de victimiser. On a des victimes, donc il n'y a pas de victimisation. Il y a des victimes, ce sont deux choses différentes. Et ensuite, on doit s'interroger. Comment se fait-il que nous, peuple historique, chez nous, depuis 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, Dominique Vénère disait depuis 30 000 ans, depuis la grotte Chauvet, on soit à ce point-là insultés et traités comme des Français de seconde zone. Les témoins me disent, à Chilly-Mazarin, à Ivry, dans la grande banlieue parisienne, enfin grande banlieue dans la banlieue parisienne, que une des insultes qu'ils entendaient le plus souvent, c'était « il y a trop de blancs en France ». Donc c'est ça sur lequel on doit s'interroger. Il ne s'agit pas de faire un tableau victimaire et de dire et nous aussi on a droit comme les colonisés ou les descendants d'esclaves à une reconnaissance. Non, il faut reconnaître une réalité qui est, pour moi, je le redis, qui est massive, mais qui n'est absolument pas documentée, parce que l'université et les médias centraux nous empêchent de poser la question et de mettre sur la table cette question centrale pour nous du racisme anti-blanc, qui nous interroge, j'en ai fini, mais qui nous interroge sur les fins de l'immigration.
Si nous accueillons une population immigrée, c'est que nous espérons, en tout cas nous formons le vœu, qu'une intégration ou qu'une assimilation soit possible, peu importe le nom qu'on lui donne, en tout cas à défaut d'être possible, qu'elle est désirable. Or il se trouve que ces populations extra-européennes, quand elles nous insultent de sales blancs et de sales français, nous montrent d'un, elles ne veulent pas s'assimiler ni s'intégrer, mais que deux, elles nous détestent. Alors on peut s'interroger sur... mais n'y a-t-il pas une ghettoisation? Vous citez, je crois, le cas de cette femme, une mère voilée qui voit le président Macron et qui dit mon petit garçon, il entend parler de petit garçon qui s'appelle Pierre, et mon enfant me dit mais ça n'existe que dans les livres, les petits garçons qui s'appellent Pierre. Alors ça, c'est en 2002, scène qui nous renseigne. Il y a des musulmans qui disent nous, on est venus en France pour vivre avec les Français et pour être au milieu des Français. Je conteste. Alors évidemment, la scène est assez émouvante. On est en 2002. C'est une femme voilée à la Mosson, Montpellier, un des quartiers les plus communautarisés de Montpellier. En 2002. Oui, c'est en 2022. 2022, pardon. Et la mère dit oui, mon fils n'a jamais rencontré de Pierre en dehors des livres ou des. Mais les phénomènes de ségrégation sont. Là encore, on veut nous faire croire que les phénomènes de ségrégation sont un sens unique. Le même va avec le même, c'est une loi universelle. Est-ce que c'est parce qu'ils sont tous, en arrivant, plus pauvres que la moyenne des Français qu'ils se retrouvent à même endroit? Alors c'est vrai pour les primo-arrivants, qu'on retrouve en général en Seine-Saint-Denis, dans 93, mais avec des niveaux d'ascension sociale qu'on ne retrouve pas dans la Creuse, l'Ardèche ou la Lozère. Donc il y a des niveaux de pauvreté qui sont supérieurs, des indicateurs de pauvreté qui sont supérieurs, mais des indicateurs de promotion sociale et d'ascension sociale qui sont très supérieurs. Mais je le répète, pour répondre à votre question, Pierre, les phénomènes de ségrégation sont réciproques. N'allez pas, nous voulons, les politiques de la ville sont des politiques dont le vœu principal est la mixité, c'est-à-dire le mélange de populations. Or, les populations ne veulent pas se mélanger. Les riches ne veulent pas aller avec les pauvres. Et n'allez pas imaginer que les pauvres veulent avec les riches. Moi, j'ai en tête une scène de Dostoïevski géniale, une sale histoire, où il y a un conseiller d'État riche qui s'invite dans un mariage de pauvres, mais il fout en l'air le mariage. Parce que c'est pas les mêmes codes sociaux, c'est pas les mêmes niveaux de revenus. Il est évident que les musulmans vont d'abord vers les musulmans. Et les catholiques, il y a déjà des milieux qui existent dans la société française blanche. Les gens s'auto-ségrèguent. Donc la mixité, moi c'est la thèse du livre, est une farce. On parle de mixité, mais dans les faits, il n'y a pas de mixité. Celui qui dénonce, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, François Bousquet, qui refuse de dénoncer le racisme anti-blanc, vous l'appelez le grand blanc. Oui. C'est quoi les caractéristiques de ce Français blanc? Le grand blanc, c'est celui qui nous impose des politiques de mixité. C'est le professeur d'université, c'est le journaliste, c'est l'homme politique, c'est l'avocat d'une association de migrants, c'est le bobo. C'est la rédaction de Libération. C'est la rédaction de Libération. D'ailleurs. Ils sont tous comme Mediapart. Et comme le dis, je le redis, la mixité n'existe pas. Comme l'avait dit Rokhaya Diallo sur Mélenchon, c'est la même chose pour Mélenchon. C'est que quand elle a vu les députés, elle a dit j'en suis ébloui tellement il y a de blancs. Moi, j'ai pas le droit de dire à Rokhaya Diallo. Moi, quand je vois l'équipe de France de football, je suis ébloui tellement il y a de noirs. Je peux pas le dire. Elle peut le dire. Pour les blancs, je peux pas. Donc on retrouve le deux poids deux mesures. Qui est ce grand blanc? Ce grand blanc, c'est la personne qui nous vend cette fiction. Une société multiraciale, qui serait pas multiconflictuelle, qui serait pacifique, qui nous vend la farce et la fable du vivre ensemble, qui est démentie dans les faits au quotidien. Ce grand blanc qui serait l'ami des racisés, des dits racisés. Qu'est-ce que ces racisés en pensent? Des fois, on peut être un grand blanc et un racisé. Pape Ndiaye, qui est un faux noir, parce que Libération a fait un papier magnifique sur Pape Ndiaye, pour dire que c'est un noir sur le tard. Son père était africain, ingénieur, et sa mère institutrice ou professeure française native. Et il s'est découvert noir très tardivement. Et il est à cheval entre le grand blanc et le racisé. Ce qu'ils appellent un bounty. Non, c'est le contraire d'un bounty, lui, au contraire. Il se défend de ça, je veux dire. Lui, au contraire, même s'il en est un, qu'on s'entende. Lui, il reproche aux Noirs assimilés d'être des bounty. Parce que lui, se fait... Blanc à l'intérieur, voilà, lui, met un point d'honneur à nous dire que c'est un décolonial, qu'il a 500 ans d'esclavage derrière lui. C'est une farce. Il est passé par le lycée Lacanal. Ses enfants sont à l'école alsacienne. Ça, c'est le grand blanc. Le grand blanc, qu'est-ce que c'est que le grand blanc? C'est quelqu'un qui passe son temps à tricher. Voilà, c'est Aymeric Caron, député du Nord parisien. Oui, qui a mis ses enfants à Versailles. Et sa fille à Versailles, voilà. Pape Ndiaye, c'est la même chose. C'est un ami qui voit souvent M. Caron à la sortie. On en parlera, Pierre, après, pour aller l'interviewer, pas l'enfant, le papa. Pourquoi son cerveau est divisé en deux?
Pourquoi sa main gauche ignore en permanence ce que fait sa main droite, hein? Pape Ndiaye nous explique que les Noirs sont victimes d'un racisme et d'une oppression structurelle, systémique. Hein. Il est à l'école alsacienne. Ça s'appelle la bipolarité. Voilà, oui. Ou l'hypocrisie. Nicolas Demorand, ou si vous permettez, Pierre, le théâtre de Molière, la tartufferie. Voilà. Pour en sortir, vous évoquez un coup d'État intérieur. Ça veut dire quoi, un coup d'État intérieur ? Alors, un coup d'État intérieur, je parle en particulier des victimes de racisme anti-blanc. De fait, les 40 personnes que j'ai rencontrées, quelqu'un leur a tendu la main, bien sûr, mais d'abord, elles ont fait l'effort de s'en sortir. Toutes ces personnes-là étaient engluées dans un univers environnant, dominé par l'islam, dominé par le rap, dominé par la culture racaille. Et ils ont fait un coup d'État intérieur, oui, parce que leur instinct était assez fort, parce que leur personnalité était assez affirmée, pour se défendre de ce qui les menaçait. Qu'est-ce qui les menaçait ? C'était l'assimilation à l'envers. Donc si nous ne voulons pas que nos femmes soient voilées, si nous ne voulons pas que nos enfants se racaillissent, il faut que chacun d'entre nous fassions ce coup d'État intérieur. Je crois que le mot coup d'État intérieur, je ne veux pas dire de bêtises, c'est Simone Veil qui en parle, d'un coup d'État psychique. La philosophe ou l'autre ? La philosophe, ouais, la philosophe. Solzhenitsyn dit la même chose. Sortir du mensonge, c'est une décision personnelle. Donc oui, il faut mettre sur la table ce pavé qui est le racisme anti-blanc, faire en sorte que les gens qui en ont été victimes puissent témoigner, puisque la plupart d'entre elles ont tellement intériorisé le fait que ça n'existait pas, que ça n'avait pas droit de citer, qu'elles ne songent même pas à témoigner. Pour vous dire, je sors le bouquin là, et dans mon entourage proche, il y a pas mal de gens qui me disent « Ah tiens, j'en ai été victime ». Alors qu'ils savaient que je faisais un bouquin depuis 6 mois. Simplement, il y a toujours un temps de... soit les gens rechignent, parce que ça n'existe pas, parce que, etc. Soit ils ont tellement intériorisé que c'était un non-objet de discussion, que même quand ils sont victimes, ils n'ont pas percuté. Pour vous dire à quel point le sentiment victimaire est très faible dans l'opinion. Une prise de conscience avec votre ouvrage « Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite », c'est publié aux éditions de la Nouvelle Librairie, évidemment à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous François Bousquet. Merci Pierre.